Ici, on est plutôt dans un cycle qui est dédié, un cycle de webinaire qui est dédié à cette question de l'interface entre le biomimétisme et la crise, où on cherche à s'interroger un petit peu sur qu'est-ce que le vivant peut nous apprendre dans des contextes particuliers du Covid, mais dans d'autres crises également. Et se demander voilà, en quoi est-ce que le biomimétisme peut nous apprendre à anticiper, répondre, s'adapter à ces différents moments de transition. Donc on peut voir ça un petit peu sous différentes manières, donc à la fois d'un point de vue très projet R&D et champ de recherche en biologie, on peut regarder comment le vivant peut aider à réduire les risques de contamination s'il s'agit bien d'une crise sanitaire, à faire du diagnostic, à limiter la propagation des épidémies, etc. Un ensemble de pistes vraiment techniques et R&D. Mais d'un point de vue également un peu plus organisationnel, on peut re-questionner un petit peu les relations au sein des êtres vivants, au sein des écosystèmes naturels, et également s'intéresser à la question de la résilience des systèmes et des écosystèmes. Donc tout ça doit pouvoir nourrir un petit peu la réflexion liée à cette crise, mais liée également à des crises précédentes et des crises suivantes à venir. Kalina, je te passe peut-être la parole si tu veux présenter Tariq. Oui, à nouveau bonjour à tous, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Cher Tariq, on est absolument ravis de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Tu fais partie des figures emblématiques du biomimétisme à l'échelle nationale et un des très grands contributeurs à la dynamique actuelle. Je vais essayer de retracer très rapidement ton parcours parce qu'il est extrêmement riche. Tu es de formation initiale plutôt écologue et puis pendant de nombreuses années, tu as été directeur scientifique pour Cousteau, ce qui fait que tu as évidemment une sensibilité, une affection particulière pour le monde marin. Tu es notamment un grand plongeur. Par ailleurs, tu as aussi une affection toute particulière pour les écosystèmes polaires et tu es également guide d'expédition polaire. Tu as été membre fondateur de Biomimicry Europa, une des ONG pionnières au niveau national pour la promotion auprès de tout public, aussi bien auprès des publics citoyens que des publics professionnels du biomimétisme. C'est à cette époque-là que j'ai eu le grand plaisir de te rencontrer et forcément tu m'as beaucoup inspiré à titre personnel. Tu as ensuite été bien sûr impliqué et cofondateur du CEBIOS en 2014. Tu as été à l'initiative notamment du lancement des premières formations qualifiantes pour les professionnels autour de cette thématique du biomimétisme. Et donc, tu t'y consacres aujourd'hui pleinement, à la fois à l'Institut des Futurs Souhaitables, avec lequel nous avons l'immense plaisir de collaborer maintenant depuis plusieurs années, notamment sur cette question de la formation, aujourd'hui avec le Muséum d'Histoire naturelle. Et puis, par ailleurs, tu œuvres également en tant que conseil expert au sein du cabinet Picaya pour le développement de solutions biomimétiques et nous avons également très régulièrement l'occasion de collaborer avec toi. Ce qui t'intéresse particulièrement, c'est effectivement la dimension systémique du biomimétisme et la compréhension plus fine des écosystèmes, de leur fonctionnement et de ce que la compréhension des phénomènes sous-jacents peut nous apporter comme éclairage pour repenser le fonctionnement de la société et ça va être essentiellement le contenu de ta conférence aujourd'hui. Donc voilà, une très rapide introduction et je te renouvelle à nouveau tous mes remerciements pour ta participation ce matin et je te laisse la parole. Merci Kalina, j'ai pas le temps de dire tout le bien que je pense de toi, mais ça fait du bien une fois de temps en temps d'entendre des choses aussi sympas. Tu peux participer au webinaire avec moi régulièrement les jours où j'ai pas le moral. Merci. Vraiment ravi d'être avec vous tous, pour partager un petit peu mon amour en fait des systèmes naturels. Là, on va se focaliser surtout sur les écosystèmes. C'est un choix parce qu'on a à peu près 35-40 minutes d'échange avec les questions ensuite. Et on pourrait dire beaucoup de choses en termes de résilience aussi, d'autres systèmes que les écosystèmes, l'agilité des bancs de poissons, les insectes sociaux, etc. Et là, on va surtout se concentrer sur les écosystèmes. Alors, j'ai intitulé cette présentation « Résilience et changement de trajectoire » parce que souvent, quand on parle beaucoup de résilience en ce moment, je titille un peu en disant « oui, résilience de quoi ?» Résilience des états de vie, de ce qu'on a amené dans l'avenir, mais on n'a pas forcément envie que tout soit résilient
il y a des choses qui ne nous plaisent pas forcément, qui sont extrêmement résilientes et qu'on aimerait bien changer. Donc ça va être une alliance, ma présentation, entre quelque part, finalement, cette intention de résilience et aussi nécessité. J'aimerais bien pouvoir faire ce que je veux là. Je vous ai prévenu, les enfants. Allô, allô. Il y a un micro qui a besoin d'être fermé, je crois. C'est bon, c'est coupé. Il y a du vécu, il y a du vécu. Il y a du vécu, c'est vraiment du live post-confinement, mais avec un peu quand même des règles du confinement qui continuent. Alors, quel métasystème, quelle finalité? C'est vraiment par ça que je veux commencer. Alors, bien sûr, on est, bon, j'ouvre des portes ouvertes, je le sais déjà avec la plupart d'entre vous. On est dans une intention de transition écologique. On espère que ça ne soit pas trop remis en question par la manne financière qui a été décidée pour essayer de suscroire à la crise du Covid. Mais même si on reste dans cette intention de transition, comme je l'espère, eh bien souvent on a cette vision du développement durable qui serait l'intersection entre l'économique, l'écologique et le social. Et moi je préfère, avec beaucoup d'autres, cette représentation de Monsieur Passé, qui est plus ancienne d'ailleurs, et qui remet un petit peu en perspective de manière assez différente en disant y a-t-il vraiment une société qui ne soit pas complètement insérée dans le tissu de la toile de la vie, la biosphère, une société humaine? Et finalement, l'économie n'est-elle pas une émergence au sein des interactions dans cette société? Ce qui montre que dans un cas, on est plutôt peut-être parfois avec l'illusion de quelque chose d'optionnel, l'écologique, et dans l'autre cas, eh bien, on est sur le même bateau avec les autres espèces, et il s'agit bien de prendre soin de notre maison commune. Alors, il y a plusieurs organisations à travers le monde, mais moi, j'ai particulièrement eu un intérêt fort grâce à une rencontre avec Caroline Gervais il y a quelques années, pour l'approche du FFSD, en anglais Framework for Strategic Sustainable Development, où d'ailleurs c'était un docteur suédois au départ, un médecin, qui, un petit peu comme en médecine, quand on essaye de soigner une maladie, on essaye de comprendre un petit peu quand même, a priori, comment aller un petit peu plus loin à l'origine des symptômes, et pas simplement soulager les symptômes. Et je vais vous faire l'histoire très courte, mais en gros, ils se sont aussi inspirés des grands flux que l'on a dans la biosphère, que vous voyez là, donc la circularité, le fait que, comme dans la représentation de M. Passé, la société est insérée dans les flux de la biosphère. Et en essayant de s'approcher des robinets plutôt que d'éponger, c'est une métaphore que je prends à Caroline, éponger ce qui sort de la baignoire, les problèmes, une fois qu'ils sont déjà chez nous, eh bien, ils sont arrivés à 4 grands robinets qu'il fallait essayer de contrôler. Le premier, c'est arrêter un petit peu notre dépendance en substances extraites de la croûte terrestre. Ça comprend aussi bien les hydrocarbures que les minéraux. Être certain que si on fait de la chimie, on contrôle les flux des substances que l'on a produites, certainement pour les substances qui peuvent causer des problèmes systémiques, alors qu'elles ont peut-être des avantages technologiques. Et puis le troisième principe, c'est effectivement notre mode d'inscription au monde ne devrait pas conduire à la dégradation par des moyens physiques des écosystèmes, que ce soit déforestation, surpêche, etc. Et il y a un quatrième qui a été ensuite développé récemment en plus de sous-principes, qui est la question de l'humanisme et de s'assurer que nos modes de production et de consommation ne contribuent pas à créer des barrières qui empêchent certains humains à accéder à leurs besoins humains fondamentaux. On pourrait faire une conférence complète sur ce que c'est qu'un besoin humain fondamental ou pas, mais l'idée étant bien d'avoir une approche intégrée qui intègre ces différents éléments comme un espace de jeu dans lequel ensuite les parties pourront être jouées, et qui me semble assez logique en fait et pas du tout dogmatique. Tout ça, bien sûr, s'appuie également sur des travaux scientifiques maintenant un petit peu anciens, mais qui ont été remis à jour il y a quelques années, sur l'idée d'un espace juste et sûr pour l'humanité. Puisque l'on parle de résilience, il faut savoir quel est l'espace dans lequel on désire être résilient. Et c'était la première étude de ce genre qui a été menée par le Stockholm Resilience Center dans les années 2000, fin des années 2010, au début des années 2010, pardon, avec une mise à jour dans Nature et une première publication dans Science, où l'idée était de se dire un petit peu, parmi les grands enjeux de l'humanité, quels sont ceux qui nous feront sortir de notre zone de sécurité de manière drastique, et quels sont ceux où on est encore, même si ce sont des enjeux, dans une zone à peu près sécurisée. Donc la zone verte que vous voyez là, la zone orange étant la zone de danger, et la zone rouge d'extrême danger. Simplement, encore une fois, on pourrait parler longtemps de cette étude, remarquez que le changement climatique à l'époque, ce n'est pas de la prospective, c'est une analyse à un moment donné, c'est la zone orange, donc de danger, mais on est déjà dans l'extrême danger en ce qui concerne l'intégrité de la biosphère, entre autres les disparitions d'espèces, pour la diversité génétique, et les grands flux géochimiques
comme ceux de l'azote et du phosphore, principalement liés aux intrants agricoles. Alors tout ça, ensuite, bien sûr, ça parlait surtout des limites à ne pas dépasser, le plancher environnemental à ne pas dépasser. Et il y a eu une Anglaise qui s'appelle Kate Raworth qui a proposé l'approche du Donuts Economics. Les donuts, des beignets anglais, anglo-saxons très appréciés par la culture anglo-saxonne, qui a rajouté une dimension de plancher social en disant, OK, donc vous retrouvez les grandes thématiques, hein, changement d'utilisation des sols, changement climatique, utilisation de l'eau douce, etc., les grands flux géochimiques et la perte de la biodiversité. Et Kate, je crois que c'est en collaboration avec Oxfam, je crois qu'il y a encore un micro en fait, hein, attention parce que ça peut perturber en fait, pour tout le monde. Faites attention que votre micro soit bien désactivé s'il vous plaît. Donc Kate a rajouté la dimension du plancher social. Et ce plancher social avec différents thèmes hein, qu'on peut discuter, mais qui définissent ce qu'ils ont appelé un espace juste et sûr pour l'humanité, avec différentes trajectoires possibles que vous voyez là. Si vous êtes en dessous, vous êtes dans un développement qui est injuste, et si vous êtes au-dessus, vous êtes dans un développement qui est dangereux à cause des enjeux environnementaux. Tout ça, quelque part, même si ça n'a pas été en lien, se résume aussi cette nécessité de changement de trajectoire par les objectifs des Nations Unies du développement durable. Les 17 objectifs qui ont été d'ailleurs présentés ici d'une façon à intégrer un petit peu la représentation de M. Passé, donc biosphère, société et économie. Beaucoup d'entreprises dans lesquelles vous travaillez certainement se sont aussi données comme repère d'essayer de faire quelque chose, faire un pas dans la direction d'un ou plusieurs de ces objectifs des Nations Unies. Alors maintenant, le biomimétisme. Il y a 3 grandes portes d'entrée. Et là, on va se concentrer surtout sur une des portes d'entrée. Mais néanmoins, il est important de rappeler qu'on peut apprendre des recettes de succès de l'évolution. C'est-à-dire, finalement, ces 3,8 milliards d'années d'essais-erreurs, quand on regarde un arbre ou un coquillage ou un poisson, eh bien, c'est le résultat de l'évolution à notre époque. Et là, on va s'intéresser à pourquoi, quel type de contraintes cette forme répond, quel type de fonction, etc. Il y a donc ça, vraiment, c'est la façon la plus classique de voir le biomimétisme, qui est le point numéro 2 ici. Mais il y a aussi quelque chose, à mon avis, encore plus intéressant en termes de cahier des charges, c'est apprendre des recettes de succès de l'évolution. Ce qu'on appelle, nous, dans notre milieu, les principes du vivant. Par exemple, utiliser l'eau comme solvant, fabriquer à température et pression modérée, utiliser des déchets comme ressources, qui sont un peu le cahier des charges du jeu de la vie qui semble émerger de 3,8 milliards d'années. Et puis, il y a une autre direction qui apprend des processus évolutifs. C'est surtout les algorithmes, les stratégies d'optimisation, les algorithmes génétiques, justement, l'intelligence en essaim, etc. Alors là, on va surtout s'intéresser à s'inspirer des liens d'interdépendance, puisque la thématique de la résilience est au cœur, finalement, de cette présentation. Ça va vraiment être un parcours assez rapide et je vais toucher des sujets qui méritent d'être creusés, mais je veux vraiment que vous sortiez peut-être de cette présentation avec des différentes dimensions à appréhender quand on parle de résilience et qu'on s'inspire des écosystèmes. Déjà, quand on parle d'écosystèmes, en fait, on parle avant tout maintenant de socio-écosystèmes. C'est-à-dire ça casse un petit peu cette idée, encore une fois, qu'il y aurait système humain d'un côté, système naturel de l'autre. Donc, on est dans une approche socio-écosystémique. Que l'on soit dans un bassin versant, que l'on soit dans un paysage quelconque, il y a toujours des milieux, des écosystèmes qui nous apportent des services autour de nous. Ces services, ils sont distingués par les spécialistes en 4 grands types. Services d'approvisionnement, toutes les plantes médicinales, l'eau douce, la nourriture que l'on retire, le bois de ces écosystèmes. Les services de régulation, que ce soit la régulation du climat, avec même dans les environnements urbains, la régulation des îlots de chaleur, ou bien un marais, par exemple, qui est capable d'auto-épurer l'eau, ou bien le service de pollinisation. Service de support, c'est tous les grands cycles des éléments, la photosynthèse, la formation des sols. Et service culturel, c'est les valeurs esthétiques, les valeurs de récréation, etc. Et y compris d'ailleurs les valeurs religieuses. Alors, il y a un exemple à côté sur les zones humides qui vous montre le lien entre services écosystémiques et objectifs des Nations Unies, qui montre que ce n'est pas du tout théorique, hein, qui concrètement, en fait, on peut faire un lien entre bien-être humain et ce que les écosystèmes sont capables de nous fournir. Alors, il y a la nécessité, excusez-moi, il y a un petit problème avec la slide, mais ce n'est pas grave. Je ne pense pas que les animations marchent, en fait, c'est pour ça, ça risque de se reproduire. Désolé, je n'aurais pas dû mettre d'animation. Simplement ici, ce que je disais, c'est la nécessité d'avoir une approche systémique et donc pas en silo.
et intégrer les deux en fait. Avoir, quand c'est nécessaire, une approche sectorielle, mais avoir la capacité d'avoir une vue d'ensemble systémique. Maintenant, on va rentrer dans les architectures plus ou moins visibles que l'on voit dans notre complexité. Et pour ça, il est important de surveiller effectivement le vivant, quel que soit l'écosystème, ou même un système humain. Ce n'est pas organisé de manière complètement aléatoire. Il y a des espèces, par exemple, ce petit point que vous voyez là, c'est une espèce, c'est une représentation théorique, hein, mais ça pourrait être le cas. Lui, il a demandé plein d'espèces, ça se dépasse en planche. Et si jamais cette espèce a un problème, c'est tout ce réseau qui a un problème. D'accord ? Il y a des espèces fondatrices qui sont capables de créer de nouveaux environnements, etc. Donc il y a une typologie d'acteurs au sein des réseaux qu'il est important de comprendre quand on essaye de comprendre la résilience. Et cette topologie physique des réseaux, elle a plusieurs leçons à nous donner. Des leçons de modules. Il y a en général des nodules qui apparaissent, des modules, avec une grande connectivité au sein de ces modules, mais en général aussi, entre différentes parties de l'écosystème ou différents écosystèmes, une plus faible connectivité. Ce qui permet d'ailleurs, et on le voit bien avec la crise du Covid, ce qu'on appelle les mécanismes de shutdown quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qui se passe quand on nous demande d'être confiné? On réduit la connectivité quelque part entre nous et d'autres acteurs. Eh bien, dans les écosystèmes, il y a une optimisation de ce type de processus qui est extrêmement intéressante à étudier d'un point de vue algorithmique. On peut jouer également sur la centralité des deux et également plus ou moins de compartimentation fonctionnelle, c'est-à-dire est-ce que certaines fonctions vont plutôt être dans une certaine zone ou bien est-ce qu'elles vont être plus ou moins distribuées. J'en dis pas plus à ce niveau-là, mais si vous avez des questions là-dessus, on pourra creuser. Si on regarde simplement l'architecture du réseau et la dynamique d'interaction, que vous soyez dans un banc de poissons ici, où on n'est pas dans un écosystème ou dans une population d'oiseaux territoriaux, ou là, dans des organisations humaines, vous voyez que vous avez des architectures d'interaction qui peuvent être extrêmement variées. Certaines ont des avantages dans certains contextes qui deviennent des inconvénients dans d'autres. Donc, il ne s'agit pas d'être dogmatique et de dire telle et telle organisation est la meilleure. Ça dépend de votre contexte et de ce que vous cherchez à avoir. Une organisation extrêmement pyramidale peut être très efficace, mais très peu agile. Une organisation très distribuée peut gagner beaucoup en agilité, mais peut-être perdre en efficacité. Et il y a bien sûr des échos aussi sur la résilience. Et surtout dans un système humain, en fait, où vous avez aussi le côté interpersonnel, les relations qui comptent également dans la force des liens, pas simplement l'architecture. C'est ce qu'on appelle les processus. Donc, il y a d'un côté le type de réseau et d'un autre côté ce qui se passe dans ces réseaux. Et c'est important de distinguer les deux. On n'a pas tout dit quand on parle simplement d'architecture réseau. Et parfois, je vois, quand on parle d'organisation entre autres souhaitable, que l'on pêche un peu par cette idée que, en disant pyramidal versus distribué, on a tout dit. Non, ça dépend du contexte et ça dépend aussi de ce qui se passe dans ces réseaux. Alors, il y a différents types de processus dans les réseaux. Il y a d'abord, souvent, c'est des réseaux cycliques qui sont très importants pour expliquer les performances environnementales entre des écosystèmes. Il y a des réseaux qui sont plutôt des réseaux d'interaction, surtout au niveau métabolique, par exemple, des réseaux de signalisation, des réseaux de régulation et plus ou moins de directionnalité des processus. C'est-à-dire, ça peut aller dans un sens ou dans plusieurs sens. Et il y a aussi une importance cruciale quand on parle de résilience, d'un certain niveau de redondance. Je l'illustrerai tout à l'heure, parce que bien sûr, si un système tombe, au moins, il y a d'autres éléments dans le réseau qui peuvent prendre la même fonction et continuer. Je prendrai. Donc, pour résumer, topologie des réseaux et processus au sein des réseaux sont deux éléments importants à considérer quand on parle de résilience inspirée des écosystèmes. Et dans les processus, il y a différents types d'interactions entre les parties, entre les agents, si on prend la terminologie de la théorie des graphes. Donc, imaginons deux espèces, A et B. Il peut y avoir des relations mutuellement bénéfiques, comme le mutualisme ou la symbiose. Une relation où c'est l'espèce A qui a un avantage et que c'est plutôt neutre pour l'espèce B, ce qu'on appelle le commensalisme. Une relation à peu près de coexistence, donc où il n'y a pas vraiment de relation finalement, même si ça peut se questionner à l'échelle de l'écosystème. Il y a toujours une forme de relation même indirecte. Une relation où l'espèce A bénéficie et l'espèce B est en déficit dans la relation, c'est soit la prédation, soit le parasitisme. Et puis, une relation où les deux sont en fait en interaction négative, eh bien, c'est la compétition. D'ailleurs, c'est assez paradoxal de voir que dans certaines écoles, entre autres de commerce, vous mettez un petit peu l'accent sur les bienfaits de la compétition. Dans les environnements naturels, on peut être en compétition, mais on essaie d'en sortir parce que c'est très coûteux en énergie. Mieux vaut se spécialiser dans un autre espace, par exemple renard polaire versus renard roux. À un moment donné, on ne fréquente pas les mêmes zones et on sort de la compétition.
Et là, c'est un graphe que j'ai récupéré, je ne sais plus chez qui, mais c'est en cas grâce à Martin Serralta, avec qui je creuse cette question des organisations bio-inspirées et qui a rejoint comme moi l'Institut et avec qui j'ai de riches échanges. Je la trouve géniale parce que là, on parle de l'humain, hein, et ça vous montre un petit peu, d'une manière très résumée en anglais, la différence entre topologie des réseaux et interaction au sein des réseaux. Et vous ne comprenez pas une organisation humaine si vous ne comprenez pas aussi la dynamique des relations, y compris informelles. Ensuite, il y a la nécessité d'appréhender les échelles de temps et d'espace quand on parle de résilience. Et là, je vais introduire plusieurs notions. La notion en écologie de ce qu'on appelle les successions écologiques. Tout simplement, quand un écosystème s'installe ou se rétablit après une crise, il doit passer par différentes étapes. Une étape pionnière, une étape qui est intermédiaire et une étape qui est la forêt mature, si je prends l'exemple de cet écosystème terrestre. Et ensuite, il peut y avoir une crise, un feu de forêt. Ça peut être intéressant aussi de considérer, y compris nos environnements urbains, comme des nouveaux milieux où il est nécessaire de faire redémarrer des successions écologiques sans forcément tout effacer. Et là, c'est une vue d'artiste de Luc Schuten qui a fait une exposition qui s'appelle Vegetal City, où il repartait de certains environnements urbains existants et il imaginait, toujours avec cette idée de prisme de futur souhaitable, ce que ça pourrait donner s'il y avait des symbioses, des collaborations avec les systèmes naturels. Et d'ailleurs, maintenant, on a un projet européen qui s'appelle Solutions fondées sur la nature, où il y a un peu cette idée-là, quelque part, qui est titillée. Comment finalement créer des alliances au sein, y compris des écosystèmes urbains, a priori, pour exclure les systèmes naturels, pour finalement avoir non seulement des écosystèmes naturels, des écosystèmes, comme par exemple des bois, des zones humides, etc., qui soient importants par eux-mêmes, mais qui également rendent un service à l'humain. Il y a encore un micro, je crois, qui est ouvert. Hein, j'entends du bruit. Alors, une autre information importante, c'est qu'il faut agir selon son contexte et ses risques. Il y a différents types de risques. Il y a des risques qui sont à court, à moyen et à long terme. Il y a des risques qui sont plus ou moins prédictibles. Je vais vous prendre un risque, entre guillemets, qui n'est même plus un risque maintenant, qui est très prédictible, c'est les saisons dans nos régions. Donc, il y a une adaptation vraiment très, très rythmée au cycle des saisons, qui d'ailleurs, ces adaptations-là, sont challengées par le changement climatique, qui vient perturber ce que les écosystèmes avaient trouvé comme stratégie pour s'adapter à ces variations importantes. Mais si je prends un feu de forêt en forêt méditerranéenne, c'est moins régulier et moins, on va dire, prédictible que des saisons, mais néanmoins, il y a quand même une bonne probabilité que régulièrement, il y ait des feux dans les forêts méditerranéennes. Et donc, il y a des mécanismes d'adaptation au sein des écosystèmes à la présence de feu, et on parlera tout à l'heure aussi, voire même, des espèces qui se servent du feu. Il y a également des ouragans dans les zones, par exemple, tropicales. Là aussi, plus ou moins prédictibles, mais néanmoins, des événements réguliers. Donc, en fonction finalement de la prédictibilité et de la régularité des crises, il y a des stratégies plus ou moins rodées qui sont mises en place. Il y a également une très grande importance à prendre en compte ce qu'on appelle la capacité ou les capacités de support des milieux. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que le milieu peut supporter comme exploitation, d'une certaine façon. Que ça soit par des espèces végétales ou animales, et c'est d'autant plus crucial quand on parle de notre espèce à nous, Homo sapiens sapiens, on est clairement dans la question de la capacité de support du système planétaire. Il y a aussi la question des seuils. Finalement, quand un système change d'identité, est-ce qu'il y a des choses à apprendre sur ce qui a fait que tout d'un coup, une forêt ne sera plus une forêt, mais ce sera une garrigue, qu'un récif de corail ne sera plus un récif de corail, mais sera une prairie marine. Pour comprendre tout ça, il y a un concept qui s'appelle la panarchie liée à ce qu'on appelle les cycles adaptatifs, en lien avec ce que je viens de vous présenter, qui a été mis au point par Gunnarsson et Hall et qui est vraiment très intéressante dans le sujet qui nous concerne. C'est tout simplement de se dire que, si je reprends l'exemple de la forêt mature, c'est ce qu'on appelle la phase de conservation. La forêt pionnière, donc qui n'est pas encore une forêt, qui est un écosystème pionnier, c'est plutôt la phase d'exploitation qui arrive en phase intermédiaire pour arriver finalement à la forêt mature. Puis, il y a une crise, un feu de forêt par exemple, destruction de la connectivité, puisque beaucoup de choses sont détruites et le système se simplifie. Donc, il y a finalement relâchement d'énergie, dégradation de la connectivité, puis on passe dans une phase de réorganisation que l'on voit ici,
avant de retourner dans une phase d'exploitation. Si on n'a pas perdu sa résilience, tout ça se fait de manière auto-organisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller planter des arbres pour redémarrer le système. Par contre, si je perds ma résilience, je sors de cette boucle-là et je vais éventuellement dans une autre boucle. La panarchie, c'est le fait de comprendre que ce sont des systèmes emboîtés. On a un super système qui s'appelle forêt, qui contient plein de sous-systèmes, par exemple les arbustes au sein de la forêt ou la strate herbacée, etc., etc. Et là, il y a deux choses intéressantes, ce qu'on appelle révolte et ce qu'on appelle remember. Révolte, c'est quand un sous-système connaît une crise et à cause de circonstances particulières, ça provoque l'effondrement du système qui l'accueille. Dans un marché du Yunnan, une espèce qui n'aurait pas dû être en contact avec l'humain l'est pour l'alimentation, par exemple. Une crise dans un sous-système du système mondial, un tout petit sous-système, provoque une révolte qui fait s'effondrer éventuellement, en tout cas qui provoque une grosse crise dans le système qui l'accueille. Et remember, c'est finalement prendre les leçons de la crise. Maintenant, par exemple, dans les forêts méditerranéennes, vous avez le pin d'Alep qui a besoin du feu, en tout cas qui aime bien le feu pour germer. Et donc, il y a un mécanisme de redémarrage quelque part qui est engrammé dans le système de façon à quand le même type de crise survient, ça permet de redémarrer la phase d'exploitation. Alors, il y a plein de choses à dire aussi là-dessus, j'y vais très très vite, hein. C'est juste histoire de toucher le sujet avec vous. Donc, très intéressant. Tout ce qui est panarchie, il y a des ressources en ligne, entre autres Resilience Alliance, si vous voulez creuser les sujets. Alors, bien sûr, beaucoup d'acteurs se sont saisis de ce concept-là pour faire le lien avec le monde de l'entreprise, hein, en disant que là, effectivement, dans la phase de conservation, et même on pourrait dire qu'au niveau sociétal, au niveau de l'économie libérale mondiale, on est un petit peu dans cette phase-là, hein, de crise, mais avec une résistance forte pour des raisons de conservation. En fait, il y a une rigidité, un risque de rigidité, y compris dans un écosystème naturel qui n'aurait pas des mini-crises, finirait par devenir quelque part engourdi. C'est une métaphore très humaine, mais c'est un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas l'écologie, pouvoir faire en sorte que ça leur parle. Et là, en fait, il y a des opportunités importantes de réorganisation et donc d'innovation, juste après la crise. Le pire, c'est essayer de redémarrer tout de suite la forêt mature telle qu'elle était. Il y a possibilité d'apprendre de la crise, bien sûr, il y a la possibilité aussi de changer de trajectoire pour le coup, franchir des seuils, mais vers des trajectoires plus souhaitables. La capacité de support, alors oui, effectivement, très important. Quelles sont les limites? Finalement, est-ce qu'on n'est pas en train finalement de surcharger la mule, comme ici, hein, c'est une photo qui a été prise au Moyen-Orient ou en Inde, mais ça pourrait être une belle métaphore pour actuellement ce qui se passe sur notre planète, puisqu'on est clairement, vous connaissez un petit peu ce concept du jour du dépassement, hein, actuellement, c'est de plus en plus tôt, hein, ça dépend des pays, mais nous avons, si on considère donc les ressources de la planète, ce qu'on appelle la biocapacité, eh bien, on est clairement très très tôt, de plus en plus tôt, en mai, donc aux alentours du 14 mai, c'est un hasard, mais on n'est pas loin du jour du dépassement de l'année dernière. En 2019, c'était le 14 mai en France. Alors, il y a aussi donc cette idée qu'on est dans un système finalement qui voit les ressources et donc la biocapacité décliner par destruction physique des écosystèmes la plupart du temps, et en même temps une demande augmentée, en tout cas c'était le cas jusqu'à la crise du Covid. Si on continue comme ça, bien sûr, on voit très bien que ça va mal se finir. C'est probablement déjà les signes que le système nous envoie. Certains pensent que c'est déjà trop tard et on est rentré dans une séquence d'effondrement. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus, je respecte aussi cette vision-là. Nous, au sein de l'Institut des futurs souhaitables, on choisit d'être lucide sur les enjeux et sur les constats, mais néanmoins de choisir un optimisme offensif, de façon à essayer de mobiliser les énergies, on va dire, créatrices, dans une direction qui nous semble être celle des futurs souhaitables. Donc, au minimum, il faut retarder cette tendance, ce qui est représenté un petit peu par la ligne droite, et même très très rapidement, le plus rapidement, régénérer, partir dans une baisse de la demande et une régénération de ce qui a été dégradé qui peut encore être rénové. Alors, j'ai récemment récupéré sur Internet une représentation que je trouvais intéressante. On parlait donc de la crise du Covid, de la nécessité finalement de se confiner et de réduire un petit peu nos interactions pour pouvoir aplatir cette fameuse courbe des contaminations. Et il y a donc une autre courbe effectivement à aplatir, qui est celle de l'économie extractive et inégalitaire,
qui nous fait prendre de plus en plus de risques systémiques à la lumière de ce que je viens de vous raconter. Et il y a au contraire une capacité de la Terre à respecter, et très probablement, nous sommes ici vraiment au cœur de cet enjeu-là, de, dans un premier temps, ralentir en fait la pression sur les ressources naturelles, de façon à décroître et arriver à une stabilisation. Et là, je voudrais utiliser ce mot un petit peu violent pour certains, qui est de décroissance. C'est décroissance de quoi? Décroissance de la dépendance en matières premières, en énergie extraite de la croûte terrestre. Augmentation du bien-être, augmentation du lien social, augmentation de l'information qui nous permet de nous optimiser. On va en parler tout à l'heure. Il y a des tas de stratégies qui montrent que la décroissance, c'est loin d'être le retour à la chandelle au fin fond de la grotte. Et par ailleurs, si on reprend la métaphore de la panarchie, et je vais revenir rapidement tout à l'heure, voilà, excusez-moi, je vais un petit peu vite, dans le cas des écosystèmes, des successions écologiques, ici, vous avez de la croissance basée sur la consommation de matière et d'énergie. D'accord? Puisque la forêt pousse, donc il y a consommation de matière et d'énergie. Ici, c'est beaucoup plus l'information qui prime, et on est plus dans le maintien et dans la reconstruction quand il y a eu des crises. On n'est pas dans l'exploitation en permanence qui va faire que ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, parce que ça provoque des désordres systémiques. Si vous retirez, par exemple, dans une forêt, excusez-moi, je reviens un petit peu donc à la partie où j'étais, si vous retirez dans une forêt les brouteurs, par exemple, et que vous avez un surdimensionnement de la strate arborescente ou herbacée, à ce moment-là, la crise n'a pas la même intensité. Une crise qui était gérable dans un écosystème à peu près équilibré devient un feu d'une telle intensité qu'il fait s'effondrer et éventuellement le système qui vous accueille. On revient à cette idée de poupée russe emboîtée, de la panarchie. Voilà, donc aplatir la courbe et on n'est pas dans quelque chose de démoralisant, au contraire. C'est extrêmement enthousiasmant de mon point de vue. Franchissement de seuil, à présent, on a effectivement donc une façon de représenter la complexité en disant il y a des bassins d'attraction, c'est comme ça qu'on les nomme, et puis à un moment donné, c'est le point qui est représenté ici, mon système a une certaine identité, ce qui fait que toute la somme des variables qui font qu'un récif est un récif, le nombre de coraux bâtisseurs, de poissons brouteurs, de prédateurs qui sont là aussi également pour réguler le système, font qu'à un moment donné, mon récif a une certaine identité. Et puis, finalement, j'ai une construction d'un hôtel pas très loin de ce récif-là. Dépôt de sédiments pendant la phase de construction, puis un peu de pollution qui arrive régulièrement, pollution organique, pollution chimique, qui affaiblit un peu certaines espèces de mon récif. Il y a un ouragan qui arrive, je m'approche du seuil, mais ça va. Je retrouve ma résilience. Je suis capable de me réorganiser, de me réparer sans trop de problèmes. Et puis l'année d'après, il y a une surpêche de certains poissons qui sont brouteurs d'algues. Et puis, comme par hasard, malchance, l'année suivante, donc population faible de poissons brouteurs, et cette fois-ci, c'est un virus qui touche les oursins, qui sont également brouteurs. Et là, j'ai une nouvelle crise, et finalement, j'étais très près du seuil, et je suis passé de l'autre côté, dans un autre bassin, et je ne serai plus récif de corail, je serai prairie marine. Et là, je vais rester dans ce système. Mis à part si j'ai des plongeurs qui viennent arracher les algues et plonger pour planter du corail, ça ne se reconstruira plus comme un récif de corail où ça prendra des millénaires ou des siècles. Donc là, on voit vraiment qu'on a un franchissement de seuil. Le point important, c'est que ce ne sont pas surtout les grandes catastrophes qui sont à craindre. Ça peut être des franchissements de seuil qui résultent de grandes catastrophes. Ce sont ce qu'on appelle les variables lentes qui nous poussent tout doucement, sans qu'on se rende compte, la pollution par exemple, au bord d'un seuil. Et une petite pitchinette, un petit problème, peut devenir en fait le petit grain de sable qui fait s'effondrer le tas. Voilà. Il y a là aussi il y a des tas de choses à dire, mais il y a en gros un petit peu ce que j'essaie de partager, qui est un peu résumé ici aussi. Là, on est dans un système stable qui connaît un petit peu de plasticité et qui peut réagir aux crises en revenant dans une certaine identité. Mais si mon système est là au bord d'un seuil, une petite pitchinette le fait passer dans un autre bassin d'attraction et dans une autre identité. En fait, je vais finir, avant de vous laisser la place pour les questions, sur la partie de l'information, le design intelligent de l'information. Je vous le disais tout à l'heure, la nature consomme de la matière et de l'énergie, particulièrement pendant certaines phases, mais au bout d'un certain temps, on a, au bout de la croissance, une métamorphose, et on voit en fait que l'information joue un rôle crucial à ce moment-là. L'information joue un rôle crucial dans tous les systèmes en fait, naturels. Et là, vous avez en fait une analyse très très simplifiée pour le grand public,
mais si le papier vous intéresse, on pourra vous l'envoyer par la suite de cette conférence. C'est Julian Vincent et les Bogati rêves, analysant dans les années 90, je crois, à la fin des années 90, système technologique humain et système naturel par rapport aux processus engagés, énergie, matière et information. Et regardez, c'est remarquable, le vivant est très optimal en consommation de ressources type matériel et énergie grâce à un design intelligent de l'information. Ça va de l'ADN dans les cellules aux informations chimiques par les phéromones, aux informations comportementales, etc., etc. C'est vraiment une vision très large à différentes échelles. Donc vous voyez un petit peu le potentiel pour en revenir à la question de la croissance versus la décroissance. En faisant un design intelligent de l'information et non pas du bruit informationnel, il y a matière à créer de la valeur. Regardez ce qui se passe dans un récif de corail, regardez ce qui se passe dans une forêt tropicale, milieu pauvre, récif de corail au départ, puisque eau transparente, oligotrophe, création de valeur grâce au jeu de la diversité d'une manière incroyable. Boucle de feedback également, très important, c'est ce qui rend le système cognitif, capable de comprendre ce qui se passe dans son environnement et de s'autoréguler. Bien sûr, elles sont très importantes, cet aspect cognitif est très important dans n'importe quel système vivant, mais il y a un design aussi des boucles de feedback. Il ne faut pas qu'elles soient trop fortes, pas trop faibles. Et on voit très bien, par exemple, avec la crise du Covid, qu'une réaction immunitaire excessive peut poser de gros problèmes. Donc, il s'agit de trouver la bonne force, quelque part, du feedback, en fonction du contexte. La diversité comme assurance vie. Effectivement, je vous disais tout à l'heure de l'exemple du récif du corail et de la forêt tropicale, incroyable création de valeur, tout ça basé sur le jeu de la diversité et au départ, même une certaine déconnexion des ressources disponibles dans l'espace de départ, en phase pionnière, avec ce qui arrive en phase mature. Et il y a plusieurs types de diversité. Diversité fonctionnelle, c'est par exemple les décomposeurs de la matière organique dans un écosystème, ou bien les producteurs primaires, ceux qui sont capables de transformer la lumière en matière. Ça, c'est diversité fonctionnelle. Et diversité de réponses, c'est au sein d'une même fonction, les décomposeurs, eh bien, l'oursin, je pensais à mon récip tout à l'heure, le ver de terre ne va pas décomposer exactement de la même façon que le champignon. Donc, s'il a un problème, la fonction est quand même remplie. Donc, redondance. On revient à l'histoire de la redondance. Diversité fonctionnelle et diversité de réponses sont clés pour comprendre la résilience des écosystèmes. Si je reprends l'exemple du récif de tout à l'heure, effectivement, l'oursin va brouter les algues, les poissons brouteurs comme les poissons perroquets ou d'autres poissons vont également brouter, mais pas de la même façon. Et s'il y a un problème avec l'un, la fonction est quand même remplie par l'écosystème. Donc, bien sûr, quand on est dans des écosystèmes résilients, même si momentanément on peut être dans la recherche de l'efficacité maximale, qui se fait toujours au détriment de la diversité, puisqu'on choisit les meilleurs pour éliminer ceux qui sont moins productifs ou moins efficaces, eh bien, ça, c'est un peu notre système économique actuel, hein, recherche de la performance. Eh bien, à l'échelle des écosystèmes, on est dans une recherche d'optimum, c'est-à-dire une bonne efficacité, mais pour garantir en fait la durabilité, la soutenabilité. Et ça a été expérimenté en agriculture, il y a eu des tas d'exemples en agroforesterie, ou bien même sur le riz en Chine, où on a mélangé des variétés plus productives avec des variétés moins productives de riz, et finalement on s'est retrouvé avec un rendement à l'hectare au bout de quelques années supérieur à ce qu'on avait avec simplement la variété la plus productive, tout simplement parce qu'on crée une mosaïque d'habitat, et que certaines maladies comme la flétrissure du riz qui peuvent se propager de manière uniforme sur tout un champ quand c'est la même variété la plus productive, eh bien là ça fait des patchs, et globalement le rendement est plus important. Quand on commence à mettre un petit peu le boxon dans ce système, dans cette toile de la vie, une petite illustration qui vient de la côte ouest américaine et canadienne, avec ce charmant animal qu'on appelle une loutre de mer, qui vit dans les forêts de kelp, eh bien, on s'est rendu compte à un moment donné que les loutres disparaissaient. Et on ne savait pas pourquoi. C'est une grande enquête dans les années 80. Et on s'est rendu compte aussi que les loutres qui mangent donc des oursins et des bivalves, quand elles disparaissaient, la forêt de kelp également disparaissait. Je vais traiter de ce qu'on appelle les effets en cascade. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est rendu compte qu'au bout d'un certain temps, finalement, voilà, appauvrissement de l'écosystème, les oursins prolifèrent, les loutres ne sont plus là pour les manger, les oursins broutent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, font disparaître la forêt de kelp, et vous avez en fait un effondrement de cet écosystème qui est un peu une forêt tropicale sous-marine, hein, extrêmement productive et extrêmement importante pour beaucoup d'espèces qui, entre autres, y font leurs alevins, etc., et leurs larves. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que des populations d'épaulards qui mangeaient des poissons se sont retrouvées à se rabattre sur les loutres à cause de la surpêche.
Et donc, on a un phénomène en cascade où finalement, disparition de la forêt de kelp a conduit aussi à une baisse des stocks de poissons pêchés puisque les alevins n'avaient plus cet écosystème nourricier et protecteur, et également une baisse de la captation du carbone. Voilà, effet en cascade. Donc voilà, l'information importante, c'est de se dire, voilà, comment finalement respecter dans nos modes de production et de consommation la toile de la vie et ne pas être un petit peu des apprentis sorciers qui déstructurent cette toile de la vie sans se rendre compte que finalement, il y a des effets en cascade qui nous reviennent comme des bâtons de manivelle. Hein. Un peu, j'imagine ce qu'a expliqué Philippe Grandcola avec les zoonoses et la crise du Covid. Je suis un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je vais rapidement conclure. Ouvrir les futurs pour libérer le présent. Il y a plusieurs façons, en fait, de voir une crise. Il y a ce modèle qu'on appelle l'iceberg, je n'ai pas eu le temps de le traduire, vous m'en excuserez, qui pourrait consister, comme on le fait souvent, à se focaliser sur l'événement, sur ce qui se passe. Mais on se rend compte que sous la ligne de flottaison, il y a des choses moins visibles qui sont beaucoup plus importantes, comme par exemple les patterns, les tendances, par exemple, de l'économie mondialisée, les tendances de la déforestation, du commerce des espèces sauvages, tout ça explique l'événement du Covid. Et les structures, en fait, sous-jacentes, les structures, que ce soit sociales, que ce soit économiques, et au fond, des modèles mentaux. Il faut travailler aussi sur les modèles mentaux. Il ne s'agit pas simplement de travailler sur le sommet, mais aller jusqu'à la profondeur, les modes de représentation, l'inscription au monde. Et c'est là où finalement on rejoint cette idée de futur souhaitable qui nous tient tellement à cœur, c'est de se dire que finalement, est-ce qu'on ne peut pas se donner comme cahier des charges, on retrouve le cycle de la panarchie ici, dans cet effondrement, cette crise en tout cas, est-ce qu'on va repartir vers du dégénératif? Est-ce qu'on va viser le durable? Ou est-ce qu'on ne peut pas tout de suite essayer de se reconditionner pour le régénératif? Et passer de réduire les impacts négatifs à essayer où l'on peut, dès que l'on peut, chacun selon notre tempo et nos possibilités, de fixer du carbone, de régénérer des milieux naturels qui ont été dégradés et des milieux sociaux qui sont en souffrance. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Si on a une vision claire du futur souhaité, ensuite il ne s'agit pas de se mettre une tension énorme en disant mais moi je ne vais jamais y arriver. On analyse, on partage un schéma mental qui est celle de la régénération, par exemple, c'est la proposition ici, et du changement de trajectoire. On analyse notre situation actuelle et on regarde quels pas on peut faire et on est agile. Peut-être qu'on pensait que dans 2 ou 3 pas, ça sera celui-là et finalement on passera là. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'on arrive vers la destination qu'on s'est donnée. Je suis marin. Il est important de vivre avec un cap, avec un rivage à atteindre et on ne vit pas la tempête de la même façon si jamais on a un cap et on sait où est-ce qu'on veut atterrir, même si on ne tombe pas exactement dans la baie ou dans le fjord qu'on voulait atteindre. La vie crée des conditions propices à la vie. C'est une belle invitation à faire de même pour l'humain et je suis persuadé qu'on peut y arriver. Il va y avoir des crises, ça ne va pas être simple et maintenant je vais vous laisser la possibilité de me poser des questions et je vous remercie en faisant un petit coucou au passage à Emmanuel Delannoy, je ne sais pas s'il est en ligne, où avec sa permaéconomie, il approche beaucoup de principes aussi qui sont très en phase avec ce que je viens de partager. Merci. Un immense merci, cher Tariq.